Dans la première vidéo, on a parlé de ce qu'est l'inflation, une mesure des variations de prix qui ne sont pas justifiées par des variations de qualité des biens et des services. On a vu que cette mesure ne pouvait être qu'arbitraire. L'inflation est plus un rituel très codifié qu'une véritable mesure scientifique. On a vu aussi qu'il ne fallait pas confondre pouvoir d'achat et sentiment de richesse. Également, l'inflation n'est pas un bon indicateur des variations du coût de la vie. Le coût de la vie, non seulement c'est le point de départ à partir desquels les prix bougent, peuvent bouger vite, forte inflation, mais partir de bas, mais en plus, l'évolution du coût de la vie au fil du temps doit tenir compte des normes sociales qui évoluent, tandis que l'inflation, elle, ne mesure que les hausses de prix qui ne correspondent pas à des hausses de qualité. Maintenant que tout ça est bien précisé, on va pouvoir se plonger dans la relation compliquée entre inflation et immobilier. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut commencer par comprendre comment on calcule l'inflation. Ok, attention les yeux, c'est la partie de l'explication, on arrête de touiller les légumes dans la casserole, on arrête de faire la vaisselle, on gare la voiture, bref, mesdames et messieurs, on arrête le mode podcast, va falloir ouvrir grand ces mirettes. On commence donc par faire la liste des biens et des services que les ménages consomment. Cette liste est très détaillée, elle contient de multiples catégories, depuis le café et le thé, en passant par les voyages à forfait ou encore par l'outillage pour la maison et le jardin. Bon, nous, on va largement simplifier tout ça et regrouper l'ensemble de ce que les Français consomment dans les 13 catégories suivantes. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées et tabac, habillement et chaussures, loyer, charges associées au logement, meubles et articles de ménage et d'entretien, santé, transport, communication, loisirs et culture, enseignement, restaurants et hôtels, et biens et services divers. Eh ben, heureusement qu'on simplifie. Ensuite, on va se demander quel est le budget, la consommation type d'un ménage. Par exemple, toi, tu dépenses combien tous les mois en meubles et articles de ménage et d'entretien? Eh ben, j'avoue que tu me prends un peu de cours là, tu m'aurais demandé le loyer, j'aurais su te répondre, mais alors là, je suis un petit peu embêté. Eh bien, pour les gens de ton âge, sache que c'est en moyenne 5,7% du revenu disponible qui part là-dedans. Mais ça varie forcément, hein. Chez les 60-74 ans, c'est plutôt 6,6% du revenu. Passionnant. Ouais, effectivement, je crois que c'était pile le bon exemple. Bon, tout ça pour dire que voilà à quoi ressemblent les dépenses du français moyen. 16% des revenus partent dans la nourriture, 2,9% dans les boissons alcoolisées et le tabac, 5% dans l'habillement, etc., etc. Eh ben, pourquoi tu mets pas les données pour le loyer et les charges là? Eh bien parce que c'est pile ce qui nous intéresse, et qu'avant de parler de ça, il faut que je te rappelle un truc. On parle ici de la répartition des dépenses du français moyen. Or, le français moyen, il a à moitié moins de 41 ans et à moitié plus. Il dispose pour moitié de moins de 1800 € par mois et pour moitié de plus. Il est à 35% locataire de son logement et à 65% propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, pas vraiment. Eh bien, le français moyen n'existe pas, c'est une abstraction statistique. Personne ne peut gagner et plus que 1800 € et moins que 1800 €. Personne n'est et propriétaire à 65% de son logement et locataire à 35% de ce même logement. Ah oui, ok. Ce que tu veux dire, c'est que la répartition des budgets varie en fonction des catégories de ménages, plus ou moins jeunes, plus ou moins riches, plus ou moins vivants dans les villes ou dans les campagnes, et que là, du coup, on mélange tous les types de ménages pour n'en faire qu'un seul, qui correspond en fait plus à rien du coup, mais qui se rapproche quand même le plus possible de ce qui existe. Voilà, en gardant bien ça en tête, le budget du français moyen alloué respectivement aux charges de son logement et à son loyer correspond à 8,8% et à 7,4% de son revenu disponible. 7% du revenu dans le loyer? À 1800 € par mois, le français moyen balance donc 126 € dans son loyer. Ah voilà, le français moyen vit dans un 4 mètres carrés à Paris. Voilà, tout est normal. Ok, donc, j'ai eu beau prévenir, je savais bien que ça allait choquer. Forcément, si tu prends Paris, c'est n'importe quoi. Mais la France est loin de se résumer à Paris. Pour 126 € à Lille, tu peux espérer 8 mètres carrés. 9,7 mètres carrés à Toulouse, 10,5 mètres carrés à Nantes. Oh bah super, oui, beaucoup mieux, j'aime vivre dans 10,5 mètres carrés. Et attention, on a dit que le français moyen ne payait que 35% de son loyer, puisque 65% des Français sont soit accédants à la propriété, ils sont en train de rembourser un crédit immobilier, soit complètement propriétaires de leur logement, donc ils ne paient pas de loyer. Si on enlève ces 65% de propriétaires et qu'on imagine un Français uniquement locataire, son loyer serait de 360 € par mois, 720 s'il est en couple. Du coup, avec ce budget, tu vois bien que les surfaces qu'on peut louer sont quand même largement plus grandes.
Ah ouais, donc attends, le prix de l'immobilier se retrouve dans le calcul de l'inflation par le biais de la dépense de loyer, sauf que comme 65% des Français ne paient pas de loyer, le budget loyer du Français moyen se retrouve tout rikiki à 7%. Exactement. Donc, maintenant imagine qu'entre 2 années, les prix ne bougent absolument pas. Tout coûte exactement la même chose d'une année sur l'autre, sauf les loyers qui grimpent de, disons, 5%. L'inflation va se calculer de la manière suivante. On va multiplier chaque poids de dépense avec sa variation de prix, puis on va additionner l'ensemble. Comme toutes les variations sont nulles sauf les loyers, on se retrouve avec une inflation à 7% x 5% égale 0,35%. Soit environ à peu près pot de up, quoi. Que dalle. Exactement. Et c'est pour ça que l'inflation n'est presque pas affectée par l'évolution des prix de l'immobilier? Bah c'est une partie de la réponse, ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir des différences massives entre l'inflation pour les propriétaires, qui n'ont pas besoin de payer de loyer, et l'inflation pour les locataires, qui, eux, se prennent dans la tronche des dépenses de logement de dingue. Eh bien, figure-toi que non. L'INSEE calcule l'inflation des différents types de ménages. Forcément, dès que les budgets sont alloués différemment entre les différentes catégories de biens et de services de consommation, l'inflation s'en retrouve modifiée. L'INSEE calcule donc des inflations pour les cadres, pour les ouvriers, pour les pauvres et les riches, et puis aussi pour les propriétaires et les locataires. Et voilà ce que ça donne. Ici, on voit l'évolution de l'inflation pour les propriétaires, les accédants à la propriété, ceux qui sont en train d'acheter et qui donc remboursent leur crédit, et les locataires entre 1998 et 2015. Quasiment aucune différence. De quoi? Mais comment c'est possible? Alors c'est possible parce que, 1, la part des dépenses de loyer chez les locataires n'est pas si élevée que ça, de 7,4% pour notre Français moyen qui est à la fois propriétaire et locataire, on passe à 21% pour le locataire moyen. Donc oui, le loyer est effectivement le poste de dépense le plus important devant la nourriture et les transports, mais ça ne correspond pas non plus aux 35% auxquels on pourrait s'attendre quand on vit à Paris. Et puis deuxièmement, en fait, les loyers n'augmentent pas tant que ça. Ici, je t'affiche l'évolution de l'inflation sur les 40 dernières années. Maintenant, je t'affiche l'évolution de l'indice des loyers calculé par l'INSEE. Donc, quand les prix à la consommation, en général, ont été multipliés par 2,8 en 40 ans, les loyers, eux, ont été multipliés par 3,4. Et pour info, voilà comment les revenus des ménages ont varié sur la même période. Ils ont été multipliés par 4. Donc, plus que les loyers, en fait. Attends une seconde. Les loyers ont augmenté moins vite que les revenus des gens? Eh oui, en moyenne depuis 1980, les loyers ont augmenté moins vite que les revenus des gens. Mais ici encore, le diable se cache dans les détails. Je ne vais pas y passer des années parce qu'il y a moult choses à dire, mais en gros, si on zoome un peu sur les différentes catégories de ménages, d'abord, on constate que contrairement à ce que semble montrer ce graphe, les ménages locataires tendent en fait bien à s'appauvrir. Mais ils ne s'appauvrissent pas parce que les loyers augmentent trop vite, ils s'appauvrissent parce que les ménages les plus précaires tendent à être de plus en plus locataires de leur logement. En gros, il y a 40 ans, les revenus plus ou moins élevés expliquaient mal la répartition entre propriétaires et locataires. Les riches étaient presque autant locataires de leur logement que les pauvres. Cette situation s'est complètement polarisée aujourd'hui. Les riches ne sont presque plus locataires et les pauvres ne sont presque plus propriétaires. Peut-être parce qu'ils n'ont plus accès au crédit immobilier qui leur permettrait d'acheter. Peut-être, avec les hausses de prix de malades de l'immobilier, tu m'étonnes qu'ils ne peuvent pas acheter. On y reviendra. Deuxième point important, les hausses de loyer sont régulées depuis 2006 en France. Les propriétaires ne font plus ce qu'ils veulent de ce côté-là. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des logements loués, 45% en 2013, sont des logements sociaux pour lesquels les loyers sont encore plus contrôlés. Enfin, dernier aspect, l'INSEE calcule un indicateur de loyer moyen. On a donc peut-être des situations très différentes en fonction des villes et des régions. Et aussi, l'indicateur de l'INSEE est un indicateur d'inflation des loyers et pas un indicateur de prix des loyers. Alors, j'ai tout bien compris, sauf ton histoire d'inflation là, versus prix. Est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos là-dessus? Eh bien, mettons qu'un loyer passe de 500 à 600 euros, plus 20%. Un indicateur de prix indiquera exactement ça, plus 20%. Mais un indicateur d'inflation posera la question suivante. Cette hausse de prix est-elle liée à une hausse de qualité du logement? Des travaux de rénovation ont-ils été effectués? Est-ce que la salle de bain est neuve? Est-ce que la cuisine est neuve? Peut-être qu'on a rajouté des doubles vitrages? Ah mais putain oui! Quand on mesure l'inflation, on doit contrôler pour les hausses de qualité.
Et voilà, l'inflation, c'est la hausse de prix qui ne reflète pas la hausse de qualité. Or, la qualité des logements en France s'est améliorée. Par exemple, en 1980, 20% des logements avaient des toilettes sur le palier et pas de douche ou de baignoire. Aujourd'hui, c'est proche de 0%. 15% des logements n'avaient pas d'eau chaude en 1980. Pareil, aujourd'hui, c'est 0%. Encore plus dingue, 35% des logements n'avaient pas de chauffage central ou électrique en 1980. Aujourd'hui, c'est plus que 8%. Et on peut aussi parler des surfaces. 80 mètres carrés pour le logement moyen en France en 1980, 90 mètres carrés aujourd'hui. Ok, donc les loyers augmentent, mais c'est en partie à cause, à cause de la hausse de qualité des logements. Mais forcément, on retombe sur cette histoire de comment je vais faire la part des choses entre une nouvelle salle de bain, ok, mais est-ce que ça vaut vraiment 100 balles de plus dans le loyer? Incapable de faire la différence, on reste tributaire d'une méthode arbitraire que j'imagine qu'on ne connaît pas. Alors, peut-être que ça se trouve, mais effectivement, moi, j'ai pas trouvé. Ok, donc effectivement, tout devient compliqué là d'un coup. Mais je suis quand même vachement surpris que la hausse des loyers ne soit pas plus importante. Seulement x 3,4 en 40 ans, alors que les prix de l'immobilier ont fait x 5,5. Ça m'étonne quand même. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui m'étonne. Si on reprend ton histoire de calcul de l'inflation là, bon ok, le français moyen ne paye pas beaucoup de loyer parce qu'il est qu'à 35% locataire. Mais pour les propriétaires, il faut bien acheter leur logement. Et c'est quand même une sacrée dépense. Alors ça se situe où ça dans les budgets? Pourquoi il n'y a que les charges et le loyer dans la partie logement? Pourquoi il n'y a pas aussi le prix à l'achat d'un bien immobilier? Eh bien parce que l'achat immobilier ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. Comment ça? Ok donc, l'INSEE considère, et c'est pas le seul organisme statistique à le faire, en fait c'est la norme presque partout dans le monde, bref, l'INSEE se dit que l'inflation sert à mesurer le niveau de vie des ménages, niveau de vie qui est supposé dépendre de leur niveau de consommation. Idéologie néolibérale qui interprète tout par le biais de l'échange marchand. Bon, mais alors, grande question existentielle, s'il est certain que payer un loyer, c'est consommer du logement, est-ce qu'on peut dire qu'acheter un bien immobilier, c'est aussi consommer du logement? Eh ben, je vois pas pourquoi on pourrait pas dire que c'est le cas. Parce qu'un bien immobilier n'est pas détruit lors de sa consommation. Sa durée de consommation est quasi infinie. Et alors, si j'achète une télé et que j'utilise pendant des années et des années, tu vas me dire que c'est pas de la consommation parce que j'ai gardé ma télé super longtemps peut-être? Oui, enfin non. Enfin, je vais surtout te dire que ta télé finira bien par lâcher et qu'il faudra bien que tu la remplaces. Je vais aussi te dire que une télé, ça perd de la valeur au fil du temps qui passe. Signe, dans notre logique comptable actuelle, qu'elle t'apporte un service de moins en moins grand. Et il faudra donc bien que tu le remplaces un jour pour disposer d'un service télévisuel adapté aux standards actuels. C'est donc de la consommation dans le sens où la durée de vie de ta télé, même s'il ne s'agit pas de quelques jours comme pour de la nourriture, est limitée et qu'il va falloir que tu en rachètes une autre au cours de ton existence. Un bien immobilier, en revanche, ça se transmet de génération en génération, ça survit aux décennies, voire même aux siècles. Ça perd même pas de valeur avec le temps qui passe. Enfin, pour l'instant en tout cas. On va donc considérer que c'est de l'investissement plutôt que de la consommation. Mais c'est complètement con, c'est évident que c'est les deux à la fois. Je comprends qu'on puisse dire que c'est de l'investissement parce que le prix a tendance à plutôt grimper, c'est bien tout le problème d'ailleurs, mais c'est complètement con de considérer que les propriétaires ne consomment pas de services de logement. Tout le monde a besoin d'un toit au-dessus de sa tête pour vivre. Les propriétaires n'échappent pas à la règle. En plus, il est évident que le prix d'achat d'un bien immobilier est intimement lié au niveau de vie des gens, puisqu'on a dit que l'inflation servait à mesurer le niveau de vie de la population. Je ne vois pas en quoi les prix de l'immobilier seraient exclus du calcul. Alors, effectivement, tu as raison, l'immobilier, c'est et de l'investissement et de la consommation. Mais il n'empêche qu'avec les règles actuelles, on a tranché pour le placer dans la case investissement uniquement. Et donc, l'évolution des prix de l'immobilier était exclue du calcul de l'inflation. Débile, moi je te dis. Alors ok, mettons qu'on souhaite intégrer les prix de l'immobilier au calcul de l'inflation. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est aussi ça le challenge. Pour faire rentrer ça dans le calcul, il te faut une dépense mensuelle moyenne à associer aux propriétaires de logements. C'est facile, tu prends le prix que les gens mettent dans le remboursement de leur crédit immobilier. Ah, mais ça concerne que les accédants à la propriété. Donc ça ne concerne que 20% des Français. Il te reste encore 45% de Français propriétaires de logements sans aucune dépense associée. Le crédit est remboursé. Qu'est-ce que tu vas comptabiliser dans leur cas à eux? Ah ouais, ok, en fait c'est chiant. On peut prendre la valeur du bien divisé par le nombre de mois. Ah non, parce que là ça va pas marcher. Ok, effectivement c'est pas évident, mais je suis sûr qu'on peut trouver une combine. La méthode proposée que j'ai pu voir passer consiste à déduire du prix du bien un loyer. Alors
puisqu'on connaît le niveau des prix dans la région et qu'on sait que les loyers en dépendent, les propriétaires qui louent tiennent compte du prix d'achat dans la fixation du loyer afin d'obtenir un certain rendement, alors on peut imaginer, pour des biens qui ne sont pourtant pas loués, des propriétaires qui se paient des loyers à eux-mêmes. Ah mais ouais, mais c'est pas con du tout. Les proprios se paient des loyers à eux-mêmes et du coup, ça perd tout son sens quand on y réfléchit plus que 3 secondes. En quoi la variation du loyer que je me paie à moi-même aurait un impact sur mon pouvoir d'achat? Puisque je me le paie à moi-même. On s'en fout du montant de mon loyer fictif. Ça touche pas mon niveau de vie. Ça y est, je suis paumé là. Ok, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors on va prendre un exemple. Tu gagnes 20 000 € par an et tu hésites entre 2 appartements qui te plaisent et qui valent respectivement 100 000 et 200 000 €. Le premier, tu peux te l'acheter avec l'argent que tu as mis de côté. Eh ben dis donc, je suis une vraie fourmi, j'ai mis 100 000 balles de côté moi. Ça va, c'est juste un exemple pour que les calculs soient clairs. Donc, pour le deuxième, il va falloir faire un crédit. Or, emprunter l'équivalent de 5 fois ton revenu annuel, disons que tu ne te sens pas à l'aise. Tu te dis que c'est peut-être plus sage d'attendre un peu avant d'acheter l'appart à 200 000 €. À l'avenir, quand ton revenu aura augmenté, ce sera le moment de se lâcher. Pour le moment, tu décides d'être prudent et d'acheter l'appart à 100 000 €. Ouais, c'est pas limpide pour le moment. Tu vas voir. Tes revenus augmentent de 1% par an sur les 10 années qui suivent ton achat. C'est à peu près la hausse moyenne des revenus constatée par l'INSEE sur les 10 dernières années en France. Donc tu te retrouves avec 22 000 € par an 10 ans plus tard. Tu te dis que ce serait le moment peut-être d'acheter ce fameux appart qui valait 200 000 €. Sauf que les prix de l'immobilier ont grimpé de 5% par an sur la période. J'ai pris la hausse moyenne constatée à Paris sur les 10 dernières années. Ton appartement actuel vaut désormais 163 000 €. C'est à ce prix-là que tu comptes le vendre. Mais l'appartement de tes rêves, lui, il vaut toujours 2 fois le prix du tien, c'est-à-dire maintenant 326 000 €. Et là, regarde un peu, l'écart de valeur entre les deux appartements n'a pas bougé. C'est toujours du simple au double. Il va donc falloir emprunter 163 000 € à la banque, c'est-à-dire l'équivalent de 7,4 fois ton revenu annuel. Autrement dit, il y a 10 ans, il aurait fallu emprunter 5 fois ton revenu annuel pour t'acheter l'appartement de tes rêves. Ça t'a fait flipper, donc tu n'as pas franchi le pas. Mais aujourd'hui, alors même que tu pourrais revendre ton appartement bien au-dessus de son prix d'achat, il te faudra quand même emprunter l'équivalent de 7,4 fois ton revenu annuel pour changer l'appartement. Tu vois le problème? La hausse des prix de l'immobilier, plus rapide que la hausse de ton revenu annuel, a diminué ton pouvoir d'achat dans le sens où elle a diminué ta capacité à changer de logement pour obtenir mieux. Tu pourrais prendre un crédit, tu pourrais changer d'appartement, mais les conditions sont moins bonnes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et c'est en ce sens que ton niveau de vie s'est réduit. Oh, et ça, on pourrait le voir par le biais du loyer que je me paie à moi-même, qui augmente plus vite que mon revenu. C'est ça. C'est génial. Alors pourquoi on ne fait pas ça? C'est en discussion au niveau européen. La BCE a d'ailleurs décidé de modifier sa règle de calcul de l'inflation pour y inclure les prix de l'immobilier. Grande nouvelle! J'ai bien compris que l'inflation n'était pas forcément le meilleur indicateur du sentiment de richesse des ménages. Ok, enfin quand même, y ajouter les achats immobiliers semble être super pertinent pour mieux évaluer le niveau de vie des gens. Et c'est là que je vais devoir pourrir l'ambiance. Est-ce que tu es bien certain qu'inclure en plus des loyers les prix de l'immobilier dans le calcul de l'inflation aboutirait à sa réévaluation? Est-ce que tu crois réellement que si on faisait toutes les modifications nécessaires dans le calcul, on obtiendrait une inflation plus forte aujourd'hui? Oui, sans aucun doute. Je te ressens mon graphique du début. Ça, c'est l'inflation, ça, c'est la hausse des prix de l'immobilier en France et à Paris. Si tu arrives à m'expliquer qu'on n'augmentera pas l'inflation en tenant compte de ce genre de hausse de ma boule, je pense que tu as un petit souci relationnel avec les stats. Alors le problème, c'est que tu oublies un point essentiel. L'immense majorité des gens achètent leurs biens immobiliers en faisant appel à un crédit bancaire, création monétaire. Sauf que sur tes courbes là, tu n'en tiens pas compte. À quoi ressembleraient tes deux courbes si on incluait le prix du logement plus le coût du crédit? Ouais, ok, enfin tu chipotes là, non, les intérêts c'est quoi? 2% du prix du logement, c'est que dalle. Si je te prête 100 000 € sur 10 ans à 2%, tu crois que ça te coûte combien en intérêt au total? 2% de 100 000, 2 000 €. Non, 10 000 €. Et si je te prête la même somme au même taux, mais sur 30 ans, tu crois que ça te coûte combien? Oula, attends, je suis pas sûr d'avoir digéré le premier là déjà. Ça te coûte 33 000 €. Hein? Tu paies des intérêts sur la somme qu'il te reste à rembourser. Le calcul est complexe, mais la meilleure estimation du coût d'un crédit, on en a déjà parlé, c'est de faire somme empruntée fois taux d'intérêt fois durée du crédit en année. Ça surestime le coût du crédit, mais ça te donne un ordre de grandeur beaucoup plus fiable que de faire simplement
Taux d'intérêt fois somme empruntée. Oh merde, j'avais zappé ce truc. Donc, revenons-en à l'importance du crédit à partir d'un exemple. Imaginons un achat d'appartement en 1980. La personne concernée gagne le revenu disponible moyen de l'époque, 5 400 € par an, et achète un appartement dont le prix est de 10 000 €. Le prix de l'appartement, c'est quasiment 22 mois de salaire, mais il faut y inclure le coût du crédit. À l'époque, les taux d'emprunt tournaient autour de 12%, ce qui est très élevé, et du coup, l'achat ne coûte plus 10 000, mais 21 700 €, soit 4 ans de boulot ou 48 mois de salaire. Maintenant, imaginons la même situation aujourd'hui. Une personne au revenu disponible moyen d'aujourd'hui, 22 000 € par an, achète le même appartement. Avec la hausse moyenne des prix de l'immobilier, l'appartement ne vaut plus 10 000 €, mais 55 000 €, soit 30 mois de salaire. En apparence, il semble bien que l'appartement soit moins accessible. Les prix de l'immobilier ont davantage augmenté que le revenu disponible. Mais, si on inclut le coût du crédit, eh bien la situation change complètement. Parce qu'aujourd'hui, on n'emprunte plus à 12%, mais à 1,2%. Acheter l'appartement revient donc à débourser 64 000 €, soit 2,9 années de revenus moyens, ou 35 mois de salaire. Résultat, acheter l'appartement en incluant le coût du crédit coûtait 4 années de revenus moyens en 1980, tandis qu'il ne coûte que 2,9 années de revenus aujourd'hui. La hausse des prix de l'immobilier a été absorbée par la baisse du coût du crédit. Mais non, mais c'est pas possible. Et si, tu peux le voir sur ce graphique qui te montre l'évolution des prix de l'immobilier et du coût du crédit pour la France. En 1985, le crédit multipliait par 2 le coût de l'achat, plus 100% donc. Tandis qu'aujourd'hui, il ne rajoute que 14% au prix de vente. Tu vois bien que le crédit pas cher a plus que compensé pour la hausse des prix de l'immobilier. Ok, alors admettons, mais impossible que ça marche pour Paris. À Paris, les prix de l'immobilier ont fait x 13,5. Impossible que le crédit amortisse ça. Alors oui, tu as raison, la baisse des taux d'intérêt n'a pas suffi à améliorer les conditions d'achat pour les logements parisiens. On peut d'ailleurs le voir sur ce graphique. Cela dit, en tenant compte de la baisse du coût du crédit, les prix parisiens n'ont pas fait x 13,5, ils ont fait x 7. Donc en réalité, le crédit pas cher a tout de même permis de diviser par 2 la hausse des prix des logements sur Paris. Donc ok, tenir compte des intérêts réduit la hausse. Putain la vache, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Voilà un autre graphique qui te montre l'évolution du coût total d'un logement moyen, prix d'achat plus intérêt, divisé par le revenu disponible moyen d'un Français. Je t'affiche aussi le même ratio, mais en partant des prix parisiens au lieu des prix moyens. Et puis je rajoute le niveau des taux d'intérêt auxquels les Français empruntent pour te donner une idée de ce qui se passe. On retrouve les chiffres qu'on a évoqués avant. En 1980, il faut compter 4 revenus annuels moyens pour acheter, avec un crédit à 12%, un appartement dont le prix de vente est de 10 000 €. Et en 2020, avec un crédit à 1,2%, on voit qu'il ne faut plus que 2,9 revenus annuels moyens si la valeur de l'appartement a suivi la hausse des prix moyens, 7 fois le revenu annuel moyen s'il a suivi la hausse des prix parisiens. Et on voit bien ce qui se passe en tendance. Il y a une crise de l'immobilier à Paris au début des années 90 avec une bulle qui éclate. Les taux ont beau baisser, les prix grimpent plus vite que la baisse du coût de l'emprunt. Cette bulle n'est pas visible à l'échelle de la France, ce qui nous incite à dire que c'est un événement parisien. La capacité d'achat des ménages français s'améliore ensuite jusqu'en 1998, mélange d'augmentation des revenus, de baisse des taux et de prix de l'immobilier qui ne flambent pas. Puis la spéculation immobilière reprend de plus belle pour former la bulle des subprimes qui éclate en 2008. Suite à ça, les prix se stabilisent et les taux diminuent fortement, ce qui permet d'améliorer la capacité d'achat du français moyen. Alors du français moyen oui, mais pas du parisien moyen qui lui continue de galérer de plus en plus. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci dans le fait de considérer que le français moyen gagne autant que le parisien moyen? Je veux dire, les parisiens ont des salaires plus élevés que le reste des français, non? Donc leur situation est peut-être pas aussi dégueulasse que ce que tu affiches ici. Alors oui, le revenu du parisien moyen est à peu près 20% supérieur à celui du non-parisien moyen. Mais les revenus à Paris n'augmentent pas plus vite qu'ailleurs en France. Donc les tendances de mon graphique restent les bonnes. Ah ouais. Donc en fait, à moins d'être à Paris ou peut-être dans les principales grandes villes, la situation des Français en termes de pouvoir d'achat immobilier s'améliore en tendance, malgré la hausse des prix. On achète plus facilement de l'immobilier grâce au crédit avec un taux d'intérêt super bas, particulièrement depuis 2007. Ah, c'est dingue. Et c'est là qu'il faut continuer de nuancer. On est loin d'avoir tout dit sur le sujet. Notre raisonnement reste très global. Il faudrait par exemple différencier les hauts revenus des bas revenus. Regardez ce qui se passe autour des principaux bassins d'emploi. On pourrait aussi explorer le critère de l'accès au crédit. Peut-être que le développement des emplois précaires, par exemple, rend l'accès au crédit plus difficile pour certains Français.
La question est éminemment complexe et on n'a fait ici qu'effleurer le sujet. Néanmoins, les données moyennes semblent nous indiquer que la tendance s'en va à l'opposé de ce qu'on pourrait croire, vers une amélioration du pouvoir d'achat des Français en termes d'immobilier. À moins qu'on se plante complètement en fait. Ah, je le savais, tu me mènes en bateau depuis le début. C'est pas possible que ce soit ça la tendance. Par contre, du coup, je vois pas comment tu vas faire pour retourner encore tout le truc là. Eh bien, on va regarder une dernière chose. Le problème d'un achat immobilier, c'est que c'est pas un achat immédiat. Autant quand tu achètes un ordinateur ou un vélo, tu peux te projeter à partir de ton revenu du moment et de ton épargne actuelle, autant quand tu achètes un bien immobilier, il est nécessaire de se projeter sur de nombreuses années. Aujourd'hui en France, un crédit immobilier dure en moyenne 21 ans. Il est donc logique de penser que les Français tentent d'estimer leurs revenus futurs quand ils s'endettent pour un logement. Or, en 1980, le taux d'inflation était de 13,5% et les Français avaient l'habitude de voir leurs revenus croître à une vitesse proche de celle de l'inflation. On a constaté une hausse du revenu moyen de 12,8% en 1980 par exemple. Donc, ne faudrait-il pas tenir compte de la hausse des revenus des Français tels qu'ils les anticipent au moment où ils achètent leurs biens? Alors, ok, mais un exemple, parce que c'est pas hyper complètement clair. Reprenons mon appartement qui coûtait 10 000 € en 1980. Le Français moyen gagne 5 400 € par an et son emprunt va lui coûter 11 700 €. L'appartement lui coûte donc 4 fois son revenu annuel. Mais l'inflation est à 13,5% par an. Notre Français moyen a déjà vu son revenu augmenter de 10% en moyenne tous les ans sur les 5 dernières années. N'est-il pas logique de penser que le Français moyen se projette en se disant que dans 5 ans ou 10 ans, son revenu sera quand même largement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui et que donc ce qui semble être un appartement très cher maintenant, pour lequel il doit commencer à payer des mensualités maintenant, ne représentera plus grand-chose dans son budget d'ici 5 ans. Et en effet, si le revenu du Français moyen augmente de 10% par an sur les 5 prochaines années, alors il gagnera 8 700 € dans 5 ans. Et là, le prix de l'appartement devient beaucoup moins important, seulement 2,5 fois le revenu de dans 5 ans. Ah, ok, ouais. Et si on prend la situation actuelle, alors ça donne quoi? Alors aujourd'hui, un Français moyen gagne 22 200 €. L'appartement qui coûtait 10 000 en coûte 56 000, 64 000 si on tient compte des intérêts, les taux ne sont qu'à 1,2%. L'appartement coûte donc 2,9 fois le revenu annuel de mon Français moyen. Mais l'inflation est très faible, 0,5% seulement. Alors, peut-être un chouille plus dans les années à venir, mais c'est un autre sujet. Ici, je reste sur les données pré-Covid. Les revenus des Français progressent beaucoup moins vite qu'en 1980, plus 1,8% en moyenne sur les 5 dernières années. Alors si notre Français moyen projette son revenu dans 5 ans de plus 1,8% par an, il va s'attendre à gagner 24 200 €. Et son appartement lui donne l'impression de lui coûter 2,6 fois son revenu dans 5 ans. Et bam, je le savais! La situation en 1980 devient très légèrement meilleure que celle de 2020. Bon, si on tient compte du fait que les Français anticipent l'évolution de leurs revenus futurs aux conditions observées au moment de l'achat. Alors attention, on est loin d'avoir affaire à une science exacte, mais c'est une représentation qui semble plausible dans le cadre d'un achat immobilier. Voilà donc ce que donnent les ratios prix de l'achat plus coût du crédit divisé par le revenu anticipé 5 ans plus tard d'un Français moyen. Alors que l'impression de payer cher son logement était plus importante en 1980 qu'en 2020 quand on divisait par le revenu au moment de l'achat, cette impression est inversée quand on divise par le revenu dans 5 ans anticipé à partir des évolutions récentes de revenus. Et après, on peut aussi prendre une anticipation à 10 ans pour voir ce qui se passe. Alors c'est marrant parce qu'en fait, ce que montre cette nouvelle méthode là que tu viens d'introduire, c'est juste que la période 1980-2000 apparaît plus comme une forte amélioration du pouvoir d'achat immobilier des Français. Là, on y voit plus une genre de stagnation, sauf pour la mini-bulle qui a éclaté à Paris, quoi. Par contre, la tendance à la hausse entre 2000 et 2008 reste claire, et la débilité de Paris reste très claire aussi. Alors, que conclure de toute cette histoire? Premièrement, la thèse selon laquelle il serait évident que l'inflation serait sous-évaluée est fausse. Même en introduisant les prix de l'immobilier dans le calcul, la très forte diminution des taux d'intérêt, critère trop souvent oublié, limite largement la hausse. En 40 ans, le revenu du Français moyen a été multiplié par 4, même s'il est vrai que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 5,5 sur cette même période, le coût des crédits, lui, a été divisé par 9. Conclusion, en moyenne, le coût d'achat d'un bien immobilier a été multiplié par 3 seulement, moins que la hausse des revenus. Donc l'évidence n'est absolument pas de conclure que l'inflation est sous-évaluée, au contraire même.
Cela dit, ce qui est faux dans notre thèse de départ, ce n'est sûrement pas le fait que certains ménages se sentent plus pauvres à cause de la hausse des prix de l'immobilier. Il existe de nombreuses données qui montrent que les inégalités en termes de logement se creusent. On a évoqué le fait que les ménages les plus pauvres ont vu leurs dépenses préengagées augmenter de 10 points entre 2001 et 2017, en majeure partie à cause du coût du logement qui grimpe. Augmentation qui se constate aussi chez les ménages les plus aisés, mais dont l'ampleur est beaucoup plus faible, avec une hausse de 2 points seulement. On a aussi expliqué que les ménages les plus pauvres sont aujourd'hui très largement locataires de leur logement et les plus aisés propriétaires. Une situation qui s'est polarisée petit à petit au fil du temps. Dans les années 70, en France, les propriétaires étaient beaucoup plus égalitairement répartis sur le spectre des revenus. On peut comprendre que cette évolution, cette polarisation, riche égale proprio versus pauvre égale locataire, provoque un sentiment d'inégalité et d'injustice. On peut également évoquer le cas des grandes métropoles, comme Paris, au sein desquelles l'augmentation des prix de l'immobilier, même en tenant compte de la forte réduction du coût du crédit, reste malgré tout supérieure à la hausse du revenu moyen. On pourrait ici voir une polarisation, une inégalité qui se creuse. Les riches vivent de plus en plus dans les grandes villes, tandis que les pauvres sont soit repoussés en périphérie, soit contraints de vivre dans des appartements moisis, tout petits en ville. Tout cela suggère bien qu'il existe un malaise social, une forme d'injustice liée à l'immobilier et à son prix. Cela dit, il faut creuser plus loin que l'inflation pour le détecter. L'inflation est un indicateur moyen, il ne permet pas de se rendre compte du creusement des inégalités. De plus, l'inflation est un indicateur de niveau de vie, pas de coût de la vie, ni de sentiment de richesse, ni même de sentiment d'injustice. Les gens peuvent gagner plus tout en se sentant repoussés des villes. Si les normes sociales poussent les consommateurs vers des produits plus chers et de meilleure qualité, le niveau de vie moyen augmente, mais cela n'exclut pas que s'il reste moins de sous à la fin du mois pour certains, cela peut être vecteur de stress et de mal-être. Donc non, l'inflation n'est pas très largement sous-évaluée parce que son calcul exclut, pour le moment, les achats immobiliers. Mais ça ne veut pas dire que l'évolution actuelle des prix n'est pas un problème. Ça veut juste dire que l'inflation n'est pas le bon indicateur pour nous dévoiler ce qui se passe.